Cette vidéo vous est présentée par la boutique l'îleaujeux.ca, un service personnalisé par une équipe de passionnés d'ici. Bonjour chers amis joueurs, ici LP, bienvenue à ce nouvel épisode de Kickstarter 101 Hornet dans lequel je te présente le jeu d'aventure Torgal, le jeu de plateau qui est basé sur l'univers de BD de Torgal, un univers que j'ai beaucoup aimé quand j'étais jeune. Fait que c'est un jeu coopératif qui se joue solo, qui va jusqu'à 4 joueurs. Jeu d'aventure avec des mécaniques très particulières dans lequel on va tenter de collecter des ressources, vaincre des ennemis et ultimement d'atteindre l'objectif qui a été fixé par le scénario qu'on va choisir en fonction des différentes caractéristiques du scénario. Fait que ça reprend des épisodes des diverses BD de Torgal avec la mythologie de Torgal. Donc je te présente, je tente de t'expliquer comment on y joue, ce que j'en pense et on part. Donc, au niveau de la mise en place principale, chaque joueur va commencer par se choisir un personnage. Le personnage vient avec une figurine d'ailleurs. Dans ce cas-ci, par exemple, on fait la mise en place de Torgal. On va avoir d'un côté du plateau nos ressources de départ. Dans le cas de Torgal, il va commencer avec un jeton menace. Fait qu'on va prendre un jeton menace qu'on va déplacer dans notre zone de jeu. Et il va commencer avec une ressource de bois et une ressource de sorcellerie. Fait qu'on va on va s'être classé toutes nos ressources dans des petits bacs à part et on va aller chercher les ressources qu'on a besoin pour commencer la partie. On va également avoir des cartes, fait que la ténacité de Torgal, c'est mon pouvoir. C'est une carte qui ressemble à ça, que quand je vais l'utiliser, je vais la tourner de côté. Et on va avoir un objet, fait que clé vers d'autres royaumes, qu'on va aller chercher dans notre deck d'objets. On peut le reconnaître, qui est identifié avec le visage du personnage que j'ai. Une fois que ça c'est fait, on va replacer ça sur son côté de base. On va commencer sur la piste de combat, placer notre petite aiguille sur le 1. On va aller placer un cube sur le 1 ici. Ça, c'est notre piste d'expérience voyage. Et pour la mise en place individuelle, c'est pas mal fait. Pour la mise en place générale, ben là, c'est un jeu qui a quand même pas mal de composantes, fait qu'on va passer ça tranquillement. Premièrement, on va avoir beaucoup de jetons à classer. Fait que tu vas avoir bien des petits baguises à faire, d'avoir des jetons d'ennemis, des jetons de menaces, des jetons qui vont être utilisés dans certains scénarios, mais d'une façon ou d'une autre, tu vas tout trier ça. Quand je te dis qu'il y a beaucoup de jetons, il y a également beaucoup de jetons en forme de polyomino que tu vas avoir aussi à classer puis à garder proche de la zone de jeu. La zone de jeu elle-même va être dans un grand livret qui est comme ça ici, qui est ton livret d'aventure que tu vas ouvrir c'est de l'atlas des aventures que tu vas ouvrir à la page du scénario que tu vas avoir choisi. Le scénario en tant que tel va venir sur une espèce de carte comme ceci, que tu vas te garder proche de la zone de jeu. La carte va te donner des règles par rapport au scénario, ta condition de victoire, de défaite, et quand tu vas la placer quelque part pas loin de ta zone de jeu, tu vas aller placer un marqueur comme ça ici pour indiquer les tours de jeu et tu vas aller placer des decks de cartes événements selon la couleur qui est demandée sur le scénario que tu vas avoir choisi. Dans le livre des récits, chaque scénario va également se retrouver, on va avoir d'ailleurs un rappel de ce que je viens de dire pour les decks de cartes événements, on va te dire lesquels tu vas avoir besoin, et on va te dire la mise en place que tu dois faire sur le plateau principal. Fait que j'ai mes 2 paquets de cartes événements, je vais avoir des petits jetons comme ça, qu'on va les placer dans certains lieux. Fait qu'on me dit par exemple un ennemi de niveau 1 dans les lieux M et Z, un ennemi de niveau 2 dans le C, un ennemi de niveau 1, 2 ennemis de niveau 2, un ennemi de niveau 3 dans le B, et on va aller placer un jeton comme ça ici sur la piste d'aventure. Ça fait toute référence à ceci et on va voir qu'il y a certains lieux qui vont être identifiés avec des lettres. C'est sur ces lieux-là qu'on va aller placer les jetons qui m'ont été demandés. Et quand ces jetons-là sont placés, ce qui va rester à faire, c'est d'aller placer dans le haut du plateau, comme on l'a vu. Ce petit jeton-là, on va nous indiquer de le placer. Je ne sais pas si ça paraît très bien à l'écran, là, mais on va le placer sur la zone qui est jaune, dis-je, qui est cette zone-là juste ici. Ça paraît assez bien dans la vie de tous les jours. À l'écran, je suis incertain. Ces petits jetons-là correspondent à des ennemis. On va donc avoir besoin d'aller placer les decks de cartes ennemis autour de la zone de jeu. Fait qu'on a des ennemis de niveau 1, 2, 3 et 4. Les autres decks de cartes et autres matériels qu'on va avoir à placer. On a des dés qu'on va avoir utilisés. On va avoir un deck de cartes d'objets duquel on va piger 5 cartes pour se faire une rivière. Et ça ce deck-là, à chaque fois qu'on va aller prendre une carte dedans, on va immédiatement
piger une autre carte. On va avoir un autre petit deck de cartes de récompense comme ça ici qu'on va se placer, que lui on brasse et on le laisse face cachée. Et finalement, on va se faire une zone où on va se faire notre piste d'aventure. Fait qu'on va avoir un deck de cartes de voyage, disent. On va avoir un deck de cartes de voyage comme ça, duquel on va révéler la première carte. Et ça, on va mettre ça accessible pour tous les joueurs. C'est notre piste voyage. La chose qui va me rester organisée, c'est ça ici. Ça, c'est ma piste d'action. On va me dire, selon le scénario que j'ai choisi, on va me dire d'aller chercher certaines cartes d'action. On me dit d'aller chercher la carte 7 de la carte voyage. On a un gros deck de cartes action. Il faut faire attention. Si on me dit, par exemple, quand je prends la carte 7, j'ai différents choix de carte 7. On me disait de prendre la carte 7 avec cette icône-là. On va donc aller se faire une ligne comme ça, en respectant l'icône et le chiffre qui est écrit ici, et on va se faire notre ligne. Et quand notre ligne est faite, très important, le reste du deck, on va le garder pas loin, ça se peut qu'on en ait besoin. On va avoir nos jetons d'action à prendre sur le côté. On va garder ça aussi pas loin de notre zone de jeu. On a notre piste de voyage qui est ici. Ce qui va nous rester à faire, c'est de placer nos personnages. Dans ce scénario-là, on nous dit qu'on peut placer les personnages dans n'importe quelle zone qui est marquée dans 1. Les zones sont séparées par soit des lignes pointillées, soit des lignes continues. Et on a différentes zones qui ont un 1 qui est imprimé dessus. Fait que nos personnages peuvent commencer dans la zone 1 de leur choix. Ils ne sont pas du tout obligés de commencer au même endroit. Dans mon cas, j'installe une partie à 2. Les joueurs décident de commencer comme ça. Une fois que c'est fait, on va déterminer un premier joueur à qui on va donner ce charmant jeton et on va être prêt à commencer notre partie. Maintenant, comment gagne-t-on ou perd-on une partie de Torgal? Bien, toujours dans notre scénario, on va avoir nos conditions de victoire et nos conditions de défaite. Fait que de façon exprimée très clairement, victoire si on atteint l'une de ces conditions-là, défaite si on atteint l'une des conditions qui est ici. Généralement, s'il y a un personnage qui meurt, si on arrive au bout de la piste de tour de jeu. Au début de chaque scénario, on va avoir une partie narrative à lire. Je vais vous laisser la découvrir, mais ça va nous donner un peu le contexte dans lequel notre scénario va se passer. Et pour faire un survol, dans le fond, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tenter d'atteindre l'un des objectifs qui a été fixé par notre scénario. Dans ce cas-ci, on est comme des prisonniers quelque part, on doit se libérer et faire chuter le temple qui est en train d'être construit par une armée d'infidèles. Et on va avoir différentes façons d'y parvenir. On va donc tenter de se promener sur ce plateau-là, visitant les différentes régions, accomplissant différentes actions, collectant des ressources, combattant des ennemis, jusqu'à temps qu'on atteigne l'objectif qui a été fixé par le scénario, jusqu'à temps qu'on atteigne l'une des conditions de défaite. Quand on atteint l'un des objectifs, évidemment, la partie se termine sur une victoire ou une défaite, selon ce qu'on a réussi à atteindre. Et toute la structure du tour de Torgal, dans le fond, se passe avec le système d'action qui est juste ici. Fait qu'avant de tomber avec les règles en tant que telles sur le plateau de jeu, on va y aller avec les règles du système d'action, comment il fonctionne. Peu importe le nombre de joueurs, on va diviser les 4 jetons d'action entre les joueurs. Dans mon cas, je joue une partie à 2, donc chaque joueur va avoir 2 jetons au début de la partie. Si on jouait à 4, chacun en aurait un. Si on jouait à 3, il y a quelqu'un qui en aurait 2, les 3 autres qui en auraient un, ainsi de suite. Et en commençant par le premier joueur, ce qui va se passer, c'est que le premier joueur va prendre une des actions parmi les 6 cartes d'action qu'il y a. Là, je vais y revenir sur qu'est-ce qu'elles font une par une. Et il va déclencher l'effet de la carte. Fait qu'il va déclencher un effet de base qui est représenté par l'icône. Il peut y avoir un effet supplémentaire qui peut être un bonus ou un malus selon la situation. Par contre, par exemple ici, ce sont des malus. Et il va avoir un effet bonus selon la disposition des jetons sur le plateau. Par exemple, le premier joueur fait cette action-ci qui est une action de forge. Fait qu'une fois qu'il va avoir fait son action, il va mettre son jeton sur la face épuisée. Cette action-là est faite. Le joueur suivant décide qu'il fait l'action qui est juste ici, qui est une action de pause de ressources. Une fois qu'il a fait son action, il va le tourner pour montrer qu'il a fait son action. Le joueur suivant va prendre une action à son tour et le deuxième joueur, dans ce cas-ci, va également prendre une action. Il n'y a absolument rien qui empêche de mettre des jetons sur des cartes qui ont déjà été utilisées. Ensuite, quand tous les joueurs ont fini leur action, bien là, on va aller sur ce petit plateau-là, où on va avoir certaines choses à faire. Premièrement, on va avancer le marqueur de tour de jeu, et on va vérifier s'il y a des événements. Généralement, on va avoir une condition pour piger des cartes événements. Dans ce cas-ci, on va me dire s'il y a un certain nombre d'icônes sur les cartes de voyage qui sont révélées, on va piger une carte de ça. S'il n'y a pas d'icône sur la face s'il n'y a pas le bon nombre d'icônes qui est révélé sur la carte voyage, on va piger une carte événement de ce paquet-là.
Les cartes événements vont imposer une condition pour le tour en cours, ou pour le tour suivant, un coût de ressources, etc. Et il va toujours avoir quelque chose qui va se passer à la prochaine phase d'événement. Des fois, on peut la bloquer, des fois, on peut pas. Des fois, ça fait référence à des icônes. Quand ça fait référence à une icône, on va aller chercher l'icône sur cette carte-là. On va garder cette carte-là en jeu pendant un tour, et ça revient aux joueurs. Quand les joueurs reprennent leur deuxième tour en termes de phase d'action, on va tout simplement remettre tous les jetons sur leur face active, mais on ne les déplacera pas. À partir de là, les joueurs vont déplacer les jetons plutôt que de les reprendre dans leurs mains. Fait qu'on va passer le pion premier joueur au joueur suivant, et le premier joueur va prendre un jeton, le déplacer, entreprendre une action, et on va faire la même chose. La seule règle, c'est que les jetons doivent se déplacer. Je pourrais pas dire je prends lui, puis je fais cette action-là. Si je veux faire l'action qui est là, il va falloir que je prenne ce jeton-là et que je le déplace, et lui, il va falloir que, quand ça va être au tour du joueur qui va avoir ce jeton-là, il va falloir qu'il le déplace pour aller ailleurs. L'autre chose qui me reste à dire pour les actions, c'est que vous avez remarqué qu'il y a des références aux jetons en dessous de chacune des actions. Il peut y avoir différentes références et c'est assez clair comment les références fonctionnent. Si on a ce symbole-là qui est écrit, ça veut dire s'il y a exactement un jeton sur cette action-là au moment où on fait l'action, bien, ça veut dire qu'en plus d'avoir l'action qui est ici, en plus d'avoir ce qui est écrit là, je vais également avoir le bonus qui est dans le bas de la carte, ce qui me permettra, vous comprenez, vous êtes tellement brillant, de faire l'action qui est ici avec une force de 1. C'est ça, je fais ça. Si un joueur vient faire cette action-là plus tard, bien, il va pouvoir faire le haut de la carte, mais il ne pourra pas faire le bas parce qu'à ce moment-là, il n'y a pas exactement un jeton sur la carte. Tous les autres symboles qu'on a sur le plateau présentement font référence aux jetons qui sont à la gauche. Fait que si, par exemple, le premier joueur va prendre cette action-là, le deuxième joueur va prendre cette action-là, le troisième joueur va prendre cette action-là, mais on voit qu'il va faire cette action-là à une force de 0, plus 1 par jeton qui est placé à la gauche de cette carte-là. J'ai 2 jetons qui sont placés à la gauche, fait qu'il peut se faire ici avec une force totale de 3. Et le système d'action va fonctionner un peu comme ça. Fait qu'à chaque fois qu'on va prendre une action, on va regarder l'action de base qu'on a. L'effet supplémentaire, il est automatique s'il y en a un, peut être positif ou négatif. Et on va avoir un effet supplémentaire en fonction du positionnement des jetons. Fait qu'on comprendra au prochain tour, si je prends ce jeton-là et je décide d'aller faire une action là comme première action, mais comme il y a 2 jetons à gauche, le bonus qui est là, même si c'est la première action du tour, va quand même se déclencher 2 fois parce qu'il y a 2 jetons qui sont à la gauche. Si la deuxième action, on voit que ce joueur-là prend le jeton ici puis il va le placer par exemple sur cette carte-là, mais on voit qu'il n'y a aucun jeton à gauche, fait qu'il va tout simplement faire l'effet de base avec l'effet supplémentaire qui est juste ici, mais il n'y aura pas l'effet dans le bas de la carte. Fait que ça, c'est pour le placement des actions. Maintenant, ce qui va rester à dire, puis ça, on va expliquer le plateau en même temps, puis un peu le fonctionnement du jeu en même temps, c'est qu'est-ce qu'on peut faire avec chacune de ces 6 actions-là. Donc, la première action, si quelqu'un décide de venir prendre une action de voyage, on voit que la valeur d'action de voyage, on voit que l'action de voyage n'a pas de valeur. Ici, il y aurait des bonus pour chaque jeton qui sont placés à gauche, mais là, présentement, il n'y en a aucun. On va donc faire une action de voyage de base. Fait que comment fonctionne l'action voyage? Pour faire cette action voyage-là, chaque joueur, le joueur qui l'a fait va avoir besoin d'aller voir sa piste de voyage. Plus la piste est haute, plus on a des options. L'action de voyage de base, on peut placer une tuile. On voit que Torgal, en étant niveau 1, peut placer une de ces 2 tuiles-là. À ce moment-là, on va décider si on utilise des objets qui sont associés au voyage avec ces icônes-là. Si c'est le cas, on va prendre les tuiles supplémentaires ou les pouvoirs supplémentaires qu'on va aller placer avec notre action voyage. Ces objets-là sont toujours défaussés une fois qu'ils sont utilisés. Une fois qu'on a décidé quelle tuile, combien de tuiles on allait placer selon nos objets, de base c'est toujours une, on se rappelle que ça c'est mon choix plus cette tuile-là parce que j'ai utilisé un objet. On va aller placer les tuiles sur la carte voyage. Règle de placement, on va commencer par la gauche et une fois qu'on a placé une première tuile, la deuxième tuile doit toujours être égale ou plus à droite à la partie la plus à droite de la première tuile. Donc ma deuxième tuile, je pourrais la placer comme ça, je pourrais la placer comme ça, je pourrais la placer comme ça, mais si j'avais placé par exemple ma première tuile ainsi, je ne pourrais pas placer ma deuxième comme ça parce que la partie la plus à gauche de ma deuxième tuile est plus à gauche que la partie la plus à droite de la première. Fait qu'il faut toujours qu'on aille minimalement à la même hauteur ou plus à droite. On explore, donc on s'en va vers la droite. Le concept des tuiles voyage est que chaque icône qui est recouverte nous donne quelque chose, positif ou négatif. Si on recouvre les cases jaunes, on va gagner l'aspect négatif qui est en bas à gauche. Dans ce cas-ci, par exemple, si je place ma tuile comme ça, je vais gagner 2 jetons de menace, une pour chaque case jaune qui est indiquée. Si je couvre la case rouge, je vais rouler un dé jaune et je vais gagner cette tuile-là en points de dégâts que je vais placer sur lesquels je vais revenir.
Si je couvre des icônes de ressources, je vais gagner des ressources appropriées, du bois, de la sorcellerie. Si je recouvre l'icône de collecte, qui est cette icône-là ici, je vais gagner des ressources spécifiques selon la zone dans laquelle je me trouve. Je suis dans cette zone-là. Cette zone-là est associée à du parchemin, donc l'icône de collecte va me permettre de récolter du parchemin. Si je recouvre l'icône qui est juste ici, le point d'interrogation, ça va me permettre d'aller chercher des cartes découvertes. Fait qu'on va piger une carte, puis on va gagner quelque chose. Ici, ça va me faire lire quelque chose. On peut gagner des ressources, de l'expérience, etc. C'est toujours des bonus instantanés. Si je couvre une tuile, une des cases dans la colonne qui est en dessous de ce symbole-là, ça indique qu'on va étendre la zone de voyage. Disons par exemple que je couvre ma première tuile, je la mets comme ça. Donc on se rappelle, je vais faire un parchemin que je ramène à ma zone personnelle. Ma deuxième, et en plaçant ma première tuile, comme je couvre une des cases qui est en dessous de ce compte-là, je vais révéler une nouvelle carte. En révélant une nouvelle carte, je vais gagner le bonus qui est dans le coin en haut à droite. Ce bonus-là, par exemple, me donne un point d'expérience vert ou rouge de mon choix. S'il était juste vert, j'aurais pas le choix. S'il était juste rouge, j'aurais pas le choix. Ici, par exemple, on me dit que je peux guérir une blessure sans valeur, donc une blessure de la taille de mon choix. Disons que ma deuxième carte, je vais la placer, disons comme ça, ici. Fait que je vais gagner un jeton de menace, case jaune qui était ici, un jeton de menace, case jaune qui était sur cette carte-là, mais en plus, je gagne l'interrogation. Donc, pour l'interrogation, je vais piger une carte. Fait que ça me permet de faire une action de récolte. Donc, je vais aller gagner un autre parchemin. Je défausse la carte. Et là, j'aurais fini mon action voyage. On se rappelle que je vais avoir gagné une expérience, fait qu'on va aller voir un petit peu ça fonctionne comment. Quand on gagne des ressources ou des jetons de menace, on fait tout simplement les ajouter à sa réserve personnelle. Si on gagne de l'expérience verte, fait qu'avec ce symbole-là ici, on va augmenter sur cette piste-là. Si on gagne de l'expérience rouge, on va augmenter sur cette piste-là. Si on gagne l'expérience verte et rouge, on choisit, c'est pas les deux. Si je subis des dégâts, on va lancer ce dé-là et on va gagner la tuile en dégâts qui est indiquée sur le dé. Si je gagne ça, par exemple, je vais prendre cette tuile-là et je vais la placer quelque part dans ma zone de jeu. Si je gagne une tuile que je ne peux pas placer, par exemple, je décide de placer ma première tuile comme ça, le tour d'après, je prends encore des dégâts jaunes et je roule ceci. Bon, à partir de la deuxième tuile, je dois toujours placer mes tuiles de façon à ce qu'elles touchent celles qui sont déjà sur le plateau. Fait qu'en plaçant ma première là, je me mets dans le trouble parce que si je roule ça, je suis éliminé, je meurs dès que je prends des dégâts. Alors que si je l'ai placé là, par exemple, je me suis ouvert la porte à la placer de différentes façons. Fait que ça, c'est le fonctionnement des dégâts. Si on prend des jetons de menace ou des dégâts de menace, ça va être différent. Si on prend des jetons de menace, par exemple, avec l'icône qu'on a déjà vue, je reçois cette icône-là, ça veut dire qu'on se rajoute des jetons de menace. Si on prend des dégâts de menace, on va les subir, on va les voir comme ça, subis une blessure, puis entre parenthèses, le nombre de jetons de menace que tu as. Ça veut dire, prends en dégâts le nombre de valeurs de menace que tu as présentement. J'ai 2 de menace, fait que là, je prendrais 2 de dégâts en prenant des dégâts de menace. Et ça, c'est pour le fonctionnement des dégâts. La deuxième action, c'est l'action de récolte. C'est l'action qui est juste ici. Fait que cette action-là, on va la faire avec une force de base de 1 dans cet exemple-ci. La force va être augmentée pour chaque jeton qui est placé à la gauche. Donc, si par exemple, le premier joueur il décide qu'il va faire une action de voyage, et moi ensuite je prends le jeton qui est là, je vais faire une action de récolte, je vais faire une action de récolte, une force de 1, plus 2, parce qu'il y a 2 jetons à la gauche, donc une force de 3. Quand on fait une action de récolte, on va aller prendre un jeton comme ça, et sur notre série de cartes voyage actuelles, on va aller recouvrir l'un des icônes de récolte qui est encore disponible. Donc dans ce cas-ci, dans l'exemple qu'on a devant nous, j'aurais 2 icônes disponibles, et je peux tout à fait aller prendre une icône qui serait autrement inaccessible, parce qu'on est rendu plus loin. Je pourrais prendre cette icône-là aussi, mais là, on va comprendre qu'il va me bloquer le chemin pour plus tard. Il va falloir que je fasse le tour de cette icône-là, de ce jeton-là, parce que je ne peux pas passer par-dessus. Si jamais on recouvre une icône qui est sur une case jaune ou sur une case rouge, par exemple, si on était un petit peu plus tard, comme ça ici, parce que disons que j'ai découvert ça comme ça, et que je décide d'aller placer mon jeton de récolte sur l'icône qui est, disons, juste ici, je vais aller ramasser la conséquence correspondante, fait que soit une tuile, soit des dégâts, comme on l'a vu précédemment. Maintenant, qu'est-ce que je récolte? Je vais récolter en fonction du terrain sur lequel je me trouve. Présentement, je suis dans cette zone-là. On voit que cette zone-là est associée avec la ressource du parchemin, qui est les rumeurs. Et comme je fais une récolte avec une puissance de 3, tel qu'indiqué juste avec une puissance de 3, donc 1, 2, 3, ça va me permettre de ramasser 3 jetons de parchemin que je vais ajouter à ma réserve
personnelle. Fait que donc, l'action de récolte, c'est une action qu'on peut aller chercher plus d'une ressource à la fois, selon la force d'action qu'on réussit à mettre, mais on va potentiellement se bloquer des zones. Et on doit toujours avoir accès à une icône de récolte pour pouvoir faire cette action-là. On arrive ensuite avec l'action de fabriquer. On voit par exemple que dans le scénario de base, si je prends l'action fabriquer, je vais la faire avec une valeur de 0. Plus 1 pour chaque jeton qui est à gauche. Dans la situation actuelle, je ferai une jeton de fabriquer d'une force de 1. Si un joueur avait pris l'action de récolte avant et qu'ensuite je m'en vais faire l'action fabriquer, je vais le faire avec une force de 2, 0 plus un jeton qui est à gauche. L'action fabriquer, c'est peut-être la plus simple du jeu. Ce qu'on fait, c'est qu'on s'est placé une petite rivière de cartes comme ça, objets, qui sont des cartes qui vont offrir différents bonus. Quand on fait l'action fabriquer, on en prend une de ces cartes-là par valeur qu'on a dans l'action. J'avais une valeur de 2, j'en prends une, j'en remplace, j'en choisis une deuxième. Ensuite, si je le veux, après, je peux défausser une carte qu'on n'aime pas parce qu'on veut faire rouler ça. Je révèle la carte et mon action fabriquée est en dernier. Fait qu'on prend une carte par point d'action qu'on a dans l'action fabriquée. Ensuite, on peut en défausser une si on veut, et ensuite, on continue. Ces actions-là, on a déjà vu les actions voyage. Les cartes voyage fonctionnent comment? Il y a d'autres cartes qui vont fonctionner au combat. C'est le même principe. Ils nous donnent divers bonus. Il y a des cartes qui peuvent avoir des effets passifs qui fonctionnent n'importe quand. Fait qu'après avoir pris n'importe quelle action, je peux guérir 2 fois des blessures qui ont une taille de 3 ou moins. Par exemple, fait que ça, c'est pour l'action fabriquer. La prochaine action, c'est attribuer. Et là, on va avoir une importance sur le plateau. Fait que l'action attribuer, elle est indiquée comme ceci. On voit que dans mon scénario, j'ai encore une force de 0 de base. Donc, si je fais l'action attribuer, il va falloir que je m'arrange pour avoir des jetons à gauche. En la faisant comme ça, par exemple, là, on voit que je vais faire une action attribuer de force 3 parce que j'ai 3 jetons à gauche au moment où je prends mon action. L'action attribuée, c'est elle qui va me permettre d'assigner des ressources sur le plateau en fonction des ressources que j'ai accumulées. Fait que là, sur le plateau, on va voir qu'il y a beaucoup d'endroits qui ont l'icône d'attribution comme ça. Il y a même certains endroits qui ont l'icône en dessous d'un ennemi, ce qui veut dire qu'il va falloir que je fasse une action combattre pour vaincre l'ennemi, puis ensuite, je vais pouvoir faire une action attribuée. Quand on veut attribuer, on va sacrifier des ressources. Par exemple, si je suis ici et j'ai vaincu cet ennemi-là précédemment, j'ai présentement une valeur d'attribution de 3. Fait que si j'ai les ressources, je peux prendre une action attribuée et mettre autant de roches sur cet endroit-là que ma valeur en action. Dans mon cas, j'ai une valeur de 3. Fait que si j'avais 3 roches, je pourrais tout de suite sacrifier les 3 roches. Qu'est-ce que ça fait quand on fait ça? On va avoir généralement quelque chose à lire. Fait que si je m'en vais là, si je réussis à mettre les 3 roches, il y a un petit texte que je vais vous laisser découvrir qu'est-ce que c'est. Ça me donne une idée de qu'est-ce que je suis en train de faire là. Je vainc des sentinelles, j'essaie de briser mes chaînes, etc. D'une façon ou d'une autre, quand on a fini une action attribuée, on va le mettre comme ça pour indiquer que cette action-là est faite et on va aller lire à l'intérieur du livre des récits. Le livre des récits va avoir un paquet de chiffres reliés au scénario que je fais. Lui, il me dit, va lire l'entrée 14. Fait que je vais aller lire l'entrée 14, qui voit quelque chose qui va se passer. Ça va me donner des choix narratifs, de l'expérience. Je peux sacrifier davantage de ressources pour qu'il se passe quelque chose. Et généralement, on voit ici, il y a une icône avec une carte action écrit 3. On voit que c'est la même icône que la carte d'action qui est juste ici, que je n'ai pas encore expliqué. Ce que ça veut dire, c'est qu'en allant faire cette action-là, j'ai le pouvoir potentiel de changer cette carte d'action-là, qui est présentement la carte 30, pour aller chercher dans le deck de cartes action la carte 3, qui va être la même action, mais avec des effets différents. Donc, et on voit que beaucoup d'endroits sur le plateau de jeu, je ne sais pas à quel point on va bien le voir, mais ici, je peux changer ma carte de combat. Ici, par exemple, j'ai le pouvoir d'aller changer ma carte d'attribuer. Je vais avoir ici un endroit où je peux aller changer ma carte de récolte. Il y a un autre endroit juste ici où je vais pouvoir aller changer ma carte de déplacement, ainsi de suite. Fait que sur le plateau, il y a différentes actions qu'on peut aller faire, généralement via l'action attribuée, qui vont permettre de faire évoluer les actions autour du jeu. Mais l'action attribuée en elle-même, c'est toujours le même principe. Je dépense un nombre d'actions qui est ici pour appliquer l'effet qui est en dessous. Généralement, c'est du texte à lire, puis c'est le texte qui va me préciser qu'est-ce qui va se passer avec mon action. Parfois, l'action est au hasard. Fait qu'on dit, lui, par exemple, je peux sacrifier, je peux mettre un nombre de roches que je veux, et quand je trouve que j'en ai mis assez, je vais lancer le dé jaune. Si j'ai mis plus de roches que le nombre de symboles blancs qui est révélé par le dé jaune que j'ai lancé, j'ai réussi l'action, sinon j'ai raté et mes ressources sont dépensées. D'une façon ou d'une autre, quand les actions sont réussies, comme j'ai dit, on recouvre avec ce jeton-là pour montrer qu'on ne peut plus faire cette action-là. Et c'est important de comprendre qu'on peut le faire en plusieurs shots. Fait que je pourrais, un tour, venir porter 2 roches sur cette zone-là.
et aller chercher encore de la roche plus tard. Le tour d'après, reprendre une action attribuée, en mettre une autre. Mon adversaire, mon coéquipier, dis-je, prend également une action attribuée, met la 4e roche et c'est juste à ce moment-là qu'on résout l'action. Autre chose importante à savoir, c'est là beaucoup que la coopération. Fait que si les deux, on est dans la même zone et qu'il y en a un des deux qui fait l'action attribuée ou qui a besoin de ressources, l'autre, il peut payer les ressources que le premier joueur. Important de noter, on ne peut pas s'échanger des ressources. Je ne peux pas donner 3 roches à mon allié pour que mon allié aille faire l'action ici. Par contre, si on est sur la même zone et je fais une action attribuée de valeur 4 et j'ai juste 2 roches, ben mon allié, s'il y a aussi 2 roches, il pourrait me donner les 2 qui me manquent pour que je puisse utiliser mon action à sa pleine valeur. Et ça, c'est pour l'action attribuée. 5e et avant-dernière action, ben j'ai l'action voyage. L'action voyage me permet tout simplement de me déplacer d'un certain nombre de cases. Fait que si par exemple il permet de déplacer de 1, je vais subir une blessure de menace que j'ai déjà expliqué à chaque fois que je le fais. Se déplacer de 1, ça veut dire traverser les frontières. Les lignes pointillées me prennent 1 point de déplacement. Les lignes unies, je ne peux pas les traverser. Il y a des lignes double pointillées, de 2 d'épaisseur qui vont me prendre 2 points de déplacement. J'aurai besoin de meilleures cartes de voyage. Puis sinon, le déplacement, c'est se déplacer d'une zone à l'autre, tout simplement. La seule autre règle qu'il y a à se rappeler, c'est qu'on ne peut pas aller dans les zones où le tour du jeu n'est pas encore rendu. Ce que je veux dire par là, c'est ce chiffre-là. Fait qu'au tour 1, ben, on peut aller dans les zones 1. Rendu au tour 2, on va pouvoir commencer à aller dans les zones marquées du chiffre 2. Au tour 3, on va commencer à pouvoir aller dans la zone marquée du chiffre 3. Et au tour 4, on va pouvoir aller partout sur cette map-là. Comme il y a 8 tours de jeu, ça veut dire que dans la deuxième moitié de la partie, on va pouvoir aller partout, mais dans la première moitié de la partie, il va falloir faire attention. On ne peut jamais aller dans une zone qui est indiquée d'un chiffre supérieur au tour de jeu duquel on se trouve. Finalement, l'action combat. Si on s'en va prendre l'action combat, ça veut dire qu'on veut se battre contre un des ennemis qui est dans notre zone. On se bat seulement contre un ennemi. Par exemple, si j'étais dans cette zone-là, ça veut dire que je me bats contre lui. Si j'étais dans cette zone-là, je me bats contre lui. Mais si j'étais dans la zone qui est juste ici, là, des ennemis, il y en a plein. J'ai une pile de 4 ennemis là, une autre là, un autre là. Je peux prendre n'importe lequel de ces ennemis-là, qui soit sur le dessus, dans le milieu ou en dessous de la pile. Je pourrais dire, par exemple, que je me bats contre cet ennemi. Là, ça n'a aucune importance. Il y a certaines règles plus loin dans la campagne qui disent qu'on va se battre contre des ennemis soudés ensemble, mais ça, je vais vous laisser le découvrir. Pour l'instant, disons que je décide de me battre contre lui. Quand on se bat contre un ennemi, on va aller piger une carte qui correspond à l'ennemi qu'on essaie d'affronter. Fait que les cartes, ils ressemblent à ça. Et une fois qu'on va avoir révélé la dite carte, on voit que la carte est super thématique. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va le combattre. À ce moment-là, si on a des objets de combat, on peut les dépenser. On se rappelle, ces objets-là sont défaussés pour aller chercher l'effet. Et on va aller regarder, nous, de base, on lance combien de dés selon notre valeur en combat. Disons que pour mon exemple, j'étais rendu niveau 3. C'est-à-dire que je vais lancer 2 dés verts et 1 dé jaune. Fait que je vais lancer ça ici. Ensuite, on regarde, comme je l'ai dit, si on veut dépenser. Fait que ici, je pourrais dire, ben, je vais utiliser ma pierre des vannes. Fait qu'avant de lancer, je vais me rajouter un dé rouge. Tiens, je m'ajoute un dé rouge. Par contre, je vais gagner un jeton de menace. Et cette carte-là est défaussée. Fait qu'on n'oublie pas de s'ajouter le jeton de menace. Une fois qu'on a cumulé sa réserve de dés, ben, ce qu'on fait, c'est qu'on les lance. Et on va chercher les tuiles qui correspondent à ce qu'on a roulé. Fait qu'avec mon dé rouge, j'ai roulé ceci. Avec mon premier dé vert, j'ai roulé ceci. Avec les 2 autres dés, j'ai roulé des critiques. Fait que des critiques, ici, si je ne réussis pas à activer le critique, je ne vais prendre que la surface blanche. Dans ce cas-ci, donc, je prendrai juste les petits 1. Si j'ai des effets qui peuvent activer des critiques, mais je peux aller prendre à la place la tuile qui correspond à toute la surface. Fait que si, par exemple, je pouvais activer un critique, je pourrais dire, tiens, lui, je l'active en critique. Fait que je vais prendre un petit blanc pour lui, mais je vais prendre le 3 comme ça pour lui. Et le but, pour gagner le combat, il faut recouvrir tous les cœurs noirs. Fait que si je réussis à faire, par exemple, si je place ça comme ça, et ça comme ça, ben j'ai gagné le combat, tout simplement. Parce que j'ai réussi à placer tous les cœurs noirs. J'ai pas besoin de couvrir toute la carte. Sinon, ça marche sensiblement comme les cartes voyage. Fait que chaque bonus que je réussis à recouvrir, ben, il va me permettre de gagner un avantage quelconque. Ici, par exemple, en recouvrant ça comme ça, ben, je peux me guérir d'une blessure de mon choix sur mon plateau. Fait que je pourrais en enlever celle-là, par exemple.
Si je réussis à placer ça ici, mais là, lui, il me permet d'aller chercher un point d'expérience de la couleur de mon choix. Et on aura compris qu'il faut que les tuiles se touchent entre elles. Une fois que j'en ai placé une, il faut que toutes les autres touchent à une tuile qui est déjà placée sur le plateau. Chaque case jaune que je trouve, que je ramasse, je gagne ce malus-là. Chaque zone rouge, je gagne ce malus-là. Fait que dans ce cas-ci, j'ai passé sur une case jaune. Fait qu'en plus, je vais gagner un 4e jeton de menace déjà. Mais j'ai vaincu l'ennemi, ce qui me permet de retirer ce jeton-là du plateau. Et le combat fonctionne comme ça. Je précise que si je ne gagne pas le combat, par exemple, si j'avais roulé ceci, fait qu'un trait, un jet beaucoup moins bon, fait que j'ai juste un petit 1 puis un petit 2 comme ça ici, puis là je réussis pas à les placer pour pouvoir couvrir les deux cœurs. Fait que disons que je le place comme ça pour minimalement aller me chercher un bonus quelconque. Ben, j'ai les avantages et les inconvénients de ce que j'ai réussi à couvrir. Par contre, le jeton lui-même va rester sur le plateau de jeu, puis mon action est terminée. Fait qu'on a un jet de dés pour réussir à battre le monstre, ou l'ennemi. Comme je l'ai déjà dit, certaines zones, quand on bat l'ennemi, découvrent une nouvelle action. Fait qu'ici, pour aller faire le bas, il va falloir que j'aille faire une action d'attribuer plus tard, ou plusieurs actions, jusqu'à temps que j'ai mis trois roches. Par contre, certaines zones n'ont pas d'action associée. Fait que cette zone-là, si je bats l'ennemi, je vais immédiatement aller lire quelque chose dans le livre des récits, et on voit que ça va avoir rapport avec une des ressources particulières du jeu. Mais c'est en lisant le texte qui va venir avec que je vais découvrir c'est quoi la conséquence réelle de mon combat. Fait que si on fait un combat qui découvre une icône, ça veut dire qu'on débloque une action. Si on fait un combat qui ne débloque aucun icône, ça veut dire qu'on résout immédiatement l'effet qui est en dessous de la case. Dernier petit détail peut-être que je vais expliquer, c'est la règle des effets partiels. Il y a certains trucs qui sont limités. Quand on doit résoudre un effet, il faut le faire au complet dans la mesure du possible. Si on n'est pas capable de le faire davantage, on va subir un point de dégâts si on n'est pas capable de le faire au complet. Par exemple, je subis un 5e jeton de menace et je suis censé prendre un 6e. La limite est à 5. Comme j'en subis un 6e, je ne peux pas le prendre, fait qu'à la place, je vais prendre un point de dégâts. Je dois perdre 4 bois suite à une carte événement. J'en perds 3, comme je ne peux pas en perdre un 4e, à la place, je vais prendre un point de dégâts. Fait qu'il va falloir que j'aille placer une tuile de dégâts adjacente à quelque chose qui est déjà sur mon plateau. Fait que ça, c'est les cartes, c'est la règle des effets partiels. Là, il reste juste une action que je n'ai pas expliquée, qui est l'action de sacrifice qu'on va débloquer éventuellement dans d'autres scénarios et où qu'on va débloquer avec des effets secondaires sur des cartes qu'on va pouvoir choisir. Je vais vous laisser découvrir qu'est-ce qu'elle fait. Et je me doute que d'avoir expliqué juste les règles des actions en tant que telles, ça donne une drôle d'idée de c'est quoi ce jeu-là, parce que c'est un jeu très particulier. Fait que l'idée, c'est vraiment de regarder sur cette carte-là, parce qu'on se rappelle qu'une fois que tout le monde a pris ses actions, on va avancer sur cette carte-là le marqueur de tour de jeu de 1. On va piger une carte événement selon ce qui est demandé par les icônes qui sont ici. Fait qu'on va ici, si j'ai 3 icônes de récolte ou de roches combinées qui sont pas recouverts encore, on va piocher une carte de ce deck-là, sinon on va piocher une carte de ce deck-là. Et j'ai des objectifs de victoire qui sont ici. Fait qu'on progresse, on tente de progresser en allant faire différentes actions. Le jeu est quand même assez thématique, fait que les actions, si on prend le temps de les lire, ils correspondent à quoi les actions, on va avoir une certaine logique. Par exemple, c'est le seul petit spoiler que je vais vous faire. Ici, on va me dire, on est esclave dans ce scénario-là, on commence comme prisonnier, fait qu'on a une action où on peut aller dépenser des roches pour libérer d'autres esclaves, où on peut aller se débarrasser de nos chaînes, etc. Fait que les actions vont avoir un certain lien thématique. On se doute que si on se débarrasse de nos chaînes, ça va améliorer notre action de voyager. Fait que pourquoi qu'on subit des dégâts quand on voyage? Parce qu'on est enchaîné aux chevilles. Fait que si on les réussit à se libérer de nos chaînes, ça va changer cette action-là. Donc, on subira plus de dégâts quand on va voyager. Fait qu'on va tenter d'aller faire ces actions-là, puis il y a toujours 2 types de ressources. Dans ce cas-ci, c'est les ressources bleues comme ça ici, puis la ressource rouge comme ça ici, qui sont ces ressources-là, dans le fond, qui correspondent à des effets spécifiques du scénario. Dans ce cas-ci, par exemple, la ressource bleue, c'est des gens qu'on va essayer de monter en révolte contre les esclavagistes. Puis on va avoir différentes façons d'atteindre le scénario, fait qu'on va se promener dans ces lieux-là en prenant les actions qui sont dans le bas, collecter des ressources, vaincre les ennemis, tenter d'optimiser les actions qu'on fait pour être capable d'atteindre l'objectif du scénario, l'un des objectifs de victoire du scénario avant d'atteindre l'un des objectifs de défaite. Souvent, il va y avoir ça ici qui va se promener là-dessus, qui représente quelque chose dans le scénario. Ici, c'est la construction d'un temple. Si le temple est achevé, on perd, mais si on réussit à le détruire au complet, on va gagner. Il y a d'autres façons de gagner aussi. Fait que c'est vraiment de progresser à travers ce scénario-là, et selon les scénarios qu'on a choisis, on va avoir différents effets. Celui-là, ça se peut qu'on se promène en bateau, par exemple. On voit qu'on commence à avoir des lignes bleues, lui, il y a des lignes rouges, ça indique d'autres effets, et le principe est toujours
sensiblement le même. On tente de progresser à travers ces différents lieux-là, à entreprendre différentes actions pour nous mener vers l'atteinte de l'objectif qui est fixé par le scénario qu'on va avoir choisi. Alors voilà, c'était le jeu Torgal. Fait que d'abord, au niveau des composantes, c'est généralement très bien. Les tokens, c'est des tokens de base. J'aime beaucoup. Le plus gros aspect du jeu, vraiment le plus intéressant, c'est l'aspect visuel. C'est le même artiste que les bandes dessinées. Ça reprend le même type de dessin que la bande dessinée. Ça, c'est vraiment très cool. Et visuellement, tout fonctionne sur ce plateau-là. Là, ça va faire du bruit, ça va faire qu'ils vont tomber. Sur ce plateau-là, tout fonctionne parce que les icônes, les lieux, les actions correspondent aux lieux sur lesquels tu veux les entreprendre. Fait que ça, c'est vraiment très bien réussi au niveau de l'intérêt visuel. C'est vraiment très cool, surtout si tu es un amateur de la bande dessinée. Je pense que tu dois être un amateur de la bande dessinée pour apprécier. Les plateaux personnels sont quand même très bien aussi. J'aime beaucoup l'utilisation des polyaminos comme règle pour tes blessures. C'est intelligent, bien pensé. J'aime le fait qu'on te donne une base de l'autre côté pour savoir tu commences avec quoi. C'est bien réussi aussi. La qualité des cartes, c'est intéressant. La qualité des cartes scénario est intéressant aussi. L'affaire que je déplore probablement le plus, c'est l'aspect extrêmement euro des ennemis. Un ennemi, c'est ça. Fait que t'as pas de dessin, t'as pas de représentation, tu sais même pas contre quoi tu te bats en tant que tel, tu te bats contre des cases. Il y a le même principe sur les cartes de voyage, mais minimalement sur la carte de voyage, tu as un petit dessin dans le haut de la carte qui te montre qu'est-ce que tu es en train de traverser comme environnement, ce que tu n'as même pas sur les ennemis. Fait que ça, je trouve ça un petit peu dommage. Pour le reste, c'est un matériel de bonne qualité, mais tu as beaucoup de jetons à trier. Fait que attelle-toi, fais-toi des baguilles. C'est quand même un jeu qui prend un certain temps au niveau du setup pour le type de jeu que c'est. Fait que sache ça parce que tu as des cartes d'ennemis, tu as des jetons de ressources comme un héros, tous les types de ressources. Puis tu as plein d'autres jetons qui vont se rajouter en fonction des scénarios que tu es en train de jouer. Donc, garde ça en tête. Finalement, au niveau du gameplay, moi, c'est un jeu qui va rentrer dans mes coups de cœur de l'année. Là. C'est un jeu que j'ai vraiment beaucoup aimé, mais je sens qu'il va avoir quand même une difficulté d'accès. Premièrement, dans ses bons aspects, c'est un jeu qui utilise le polyomino, je trouve, de façon très intelligente. Tu vas l'utiliser comme dégâts que tu reçois, comme dégâts que tu infliges. Tu l'utilises pour progresser sur les cartes d'aventure, sur les cartes de voyage, ce qui est très intéressant. Puis ça amène des décisions intéressantes. Ça te donne de l'importance à améliorer ta piste de dés. Par contre, j'ai pas encore compris pourquoi je maximiserais pas ma piste de combat avant de commencer à augmenter ma piste de voyage. Même avec tes premiers jetons de voyage, tu peux quand même bien progresser là-dessus. Tandis que le combat, quand tu commences à avoir des ennemis forts ou des ennemis qui sont conjoints, tu as vraiment besoin d'être avancé. Fait que je trouve qu'il y a peut-être un petit déséquilibre au niveau des pistes, mais je trouve que l'utilisation du polyomino est très intéressante. J'ai déjà dit au niveau mécanique, les combats sont intéressants, sont bien faits. Je trouve ça dommage qu'ils soient si peu thématiques que ça, que tu affrontes quelque chose de si abstrait que ça. Je trouve ça un petit peu dommage. Mais sinon, les règles du combat, c'est quand même intéressant aussi. Là où je trouve qu'il y a quelque chose de vraiment très intéressant dans le jeu, c'est la piste d'action, comment elle fonctionne. Tu choisis une action, tu regardes les jetons, puis là, on a vu juste des jetons à gauche, mais des fois c'est à droite, des fois c'est juste un jeton fixe. Il y a différentes règles sur comment tu vas chercher les bonus des jetons. Puis je trouve ça le fun comment la piste d'action, elle progresse au fur et à mesure que tu fais ton aventure. Tu réussis à te libérer tes chaînes, tu progresses sur l'action de voyage, de déplacement, tu réussis à faire tel truc, tu découvres une nouvelle pioche, fait que quand tu vas faire l'action de récolte, elle va être plus puissante qu'avant. Fait que tu vas progresser dans ton système d'action, ce que je trouve super intéressant, puis tu peux avoir une idée de comment tu vas aller progresser. Fait que, puis c'est un jeu qui a un équilibre dans différentes mécaniques. Tu lances des dés, tu places des polyomino, tu as beaucoup d'histoires à lire, beaucoup de trames narratives à lire. Fait que c'est un jeu qui va mélanger un paquet de mécaniques différentes, ce qui est quand même assez particulier, mais je trouve qu'il réussit à bien le faire. Par contre, pour embarquer dans l'histoire, il faut que tu connaisses l'univers de Torgal. Les gens avec qui j'ai joué, ceux qui trippent Torgal ont trippé sur le jeu. Ceux qui connaissent pas Torgal font comme « Ah, c'est un bon jeu, il y a des idées intéressantes, mais pas nécessairement un coup de cœur. » Et je les comprends. C'est un jeu qui a des mécaniques particulières. La narration, c'est comme plus des points de référence aux différentes histoires de Torgal. Fait que c'est toutes des narrations assez courtes. Tu sais pas exactement pourquoi tu es pris prisonnier là, mais si tu connais les BD, là, tu vas le savoir. Fait qu'il y a peut-être ce petit défaut-là qui va être assez niché, je pense, en termes d'intérêt. Mais mécaniquement, je trouve qu'il est intéressant. L'autre défaut que je lui trouve un petit peu au niveau mécanique, c'est probablement sa rejouabilité. Étant donné que
Tu n'as pas un nombre infini d'actions que tu peux aller faire. Tu peux aller à tel endroit. Quand tu commences, je veux-tu aller là ou je vais aller là? Tu as quelques options. Fait que quand ça va faire 3-4 fois que tu réussis le même scénario, je pense que tu vas perdre intérêt dans ce scénario-là. Puis tu ne voudras plus tant vouloir le refaire que ça, d'après moi. Déjà, le premier scénario, je commence à être tanné. C'est celui que j'ai joué le plus souvent. Puis là, je sais qu'il faut que tu commences par aller là. Puis après, il faut que tu ailles là. Puis après, tu vas aller là. Puis si tu réussis à faire ça, ça devrait bien se passer. Ça, fait que c'est pas le jeu qui va avoir la meilleure rejouabilité du monde si on ne t'offre pas du nouveau matériel, mais il y a déjà 7 scénarios dans la boîte de base. Là, moi, j'ai la version magasin. Fait que de 7 scénarios. Ce qui est quand même intéressant, mais d'après moi, une fois que tu as fait les 7, 2, 3, 4 fois, tu as fait le tour du jeu. Fait que d'après moi, tu as une vingtaine de parties, entre 15 et 20 parties là-dedans. Puis après, ben, tu vas commencer à vouloir des extensions ou à vouloir t'en départir. Fait que cela étant dit, moi, c'est un jeu que j'ai beaucoup aimé. Moi, j'ai suffisamment de jeux pour qu'il soit dans une rotation assez rare pour pas que je fasse mes 15 parties en dedans de 2 semaines. Mais quelqu'un qui joue à tous les jours, d'après moi, il va s'en lasser un petit peu plus rapidement. L'écriture est intéressante, le matériel est intéressant, j'aime beaucoup les dés. Les cartes événements, c'est bien aussi. Ça t'amène un peu d'inconnu à la fin de tous les tours de jeu. Fait que ça, c'est correct aussi. Fait que pour moi, il y a beaucoup de belles qualités, mais il y a un mix de règles puis de systèmes qui, je pense, ne conviendra pas à tous, parce qu'il y a un aspect euro de collecte de ressources, narratif, d'exploration puis de combat en lançant des dés puis en plaçant des polyomnos. Fait qu'il va chercher ton côté euro puis ton côté améritrage dans le même jeu. Fait que ça se peut que ça te plaise pas. Moi, étrangement, il m'a fait penser à un jeu qui s'appelle City of Kings pour les mêmes raisons, que ça ressemble pas du tout mécaniquement, mais j'ai eu le même feeling d'avoir un jeu euro puis d'un jeu améritrage dans la même bébite. Moi, c'est quelque chose que j'ai trouvé intéressant, mais je pense que pour en profiter au maximum, il faudrait que tu connaisses un peu, selon moi, l'univers de Torgal. Sinon, ça se peut que la narrative t'accroche moins et chacune des actions que tu fais sur le plateau de jeu t'amène vers une narrative. Fait que ça se peut que tu sois moins impliqué dans le jeu. Sur ça, j'espère que ça t'a permis de te faire une idée. Si jamais tu as des questions ou commentaires, comme d'habitude, tu peux faire ça dans le bas de la page. Si ce n'est pas encore fait, je t'invite à venir nous visiter sur Facebook, sur Instagram. Pourquoi pas venir nous supporter sur Patreon pour qu'on continue à te fournir du matériel qu'on espère être d'excellente qualité. Et si ce n'est pas encore fait, évidemment, tu peux t'abonner à notre page. Ciao, à la prochaine. Fais attention à toi dans tes nouvelles aventures torgaliennes.